Bonjour à tous, ou rebonjour à tous, ou re-rebonjour à tous. Bref, vous l'aurez compris, c'est la troisième vidéo sur cette chaîne pour aujourd'hui, concernant des petits exos de colle. Et ce sera la dernière de l'année 2022. Et ouais, déjà, la fin de 2022 qui s'approche à grands pas. Donc bon bah je vous explique un petit peu pourquoi. En fait ces derniers temps j'ai été quand même très chargé depuis septembre, en fait depuis que je suis arrivé, je suis revenu vraiment à presque un plein temps à Montréal. Donc bon bah évidemment j'ai eu des cours à donner, j'ai eu des TD à donner, j'ai eu des cours particuliers à donner, j'ai eu quelques cours que j'ai voulu suivre. J'ai eu l'écriture de l'article, des articles, etc., qui m'ont pris pas mal de temps, l'écriture de tests qui se préparent, etc., etc. Donc évidemment, vous vous doutez bien, et j'oublie également des conférences comme Toronto il y a pas longtemps. Donc évidemment, voilà, ça fait un emploi du temps très chargé, et donc bon bah c'est compliqué de se donner un peu de temps pour soi. Et de se reposer un petit peu, puisque bon bah pour ainsi dire, je ne faisais que des maths tout le temps, même le week-end. Bon voilà, c'est pas que ça me déplaît, loin de là évidemment, mais c'est juste que c'est quand même bien de se donner des petites temps de pause pour éviter des burn-out, bien sûr. Donc bon bah il faut pas trop se surcharger mentalement, et je vous invite à essayer d'en faire un petit peu de même, d'éviter de trop vous surcharger, car ça aussi ça peut jouer sur votre morale et tout ça. Donc il faut savoir gérer son temps de travail, ça me permet quand même de parler un petit peu de ça. Savoir gérer son temps de travail, essayer de se donner des emplois du temps, moi c'est ce que je fais en tout cas. Bon, un peu moins, c'est vrai, je dois avouer ces derniers temps, mais c'est quelque chose que je faisais quand même très régulièrement, et ça m'a beaucoup aidé à organiser mon temps de travail suivant ce que j'avais à faire, ce que je voulais faire, etc., etc. Donc je vous invite très fortement à essayer de vous donner des emplois du temps, pour vous donner un moment régulier pour travailler, etc., etc. Même si vous ne le respectez pas au début, plus vous allez vous pousser à faire des emplois du temps que vous allez chercher à suivre, plus vous arriverez à le suivre, etc., etc. Le cerveau est un muscle qu'il faut entraîner. Et donc bon bah évidemment, tout comme un muscle, si vous lui demandez de faire 100 pompes d'un coup, s'il ne l'a jamais fait avant, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, donc c'est évident que si vous cherchez de vous donner énormément de temps de travail d'un seul coup, eh bien ça risque de surcharger un peu trop le cerveau, et du coup bah voilà, ça risque d'être intenable. Bon bref, c'est une question de gestion pour vous de temps, et j'espère que ce petit conseil passager qui n'était pas du tout prévu vous permettra pour vous de vous gérer un petit peu de votre côté. En tout cas pour moi, voilà, je vais profiter de ma trêve de Noël, donc pas de vidéo jusqu'à 2023. Bon, en tout cas l'année 2022 pour moi fut vraiment très positive, mathématiquement parlant, et même dans ma vie privée, etc. Enfin ça a été bien garni en tout cas, donc je suis assez heureux de cette année 2022. Également pour cette chaîne qui a énormément évolué pendant cette année 2022. Le nombre d'abonnés, tout ça a triplé, doublé, triplé même en assez peu de temps, et j'en suis très heureux. Vraiment merci pour votre confiance, etc. Je tiens à le redire, ça fait vraiment plaisir de voir l'intérêt que vous portez à cette chaîne, et donc oui aussi la confiance comme je l'ai dit. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, je le redis et je le redis sans cesse, mais je le pense vraiment, c'est pas le but principal de la chaîne de faire énormément d'abonnés. Le but c'est vraiment de créer une banque d'exercices, et donc ça me permet de faire une petite transition là-dessus, puisque bon, petite information assez intéressante pour vous, c'est que j'ai mis à disposition des PDF, donc un PDF pour les exos de colle et un PDF pour les petits exos de colle. Dans chacun des PDF, vous pourrez retrouver les énoncés des différents exos de colle et petits exos de colle qui ont déjà été faits en vidéo. Donc je pense que ça peut être très sympa de jeter un coup d'œil à ce PDF pour vous repérer, pour voir vraiment les énoncés exacts de chacun des exos de colle, et puis ainsi voir, si vous voulez directement, vous avez l'énoncé de l'exercice de colle sous les yeux, et puis vous pouvez vous dire allez, je vais attaquer cet exercice là, je vais regarder la vidéo en question, blablabla. Ça peut être bien sympathique pour vous, plus facile de naviguer et de voir qu'est-ce que vous pourriez faire comme exercice, etc. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil sur mon site web, donc le lien qui se trouve toujours en description de la chaîne YouTube, enfin de toutes les vidéos de la chaîne qui sont publiques, en tout cas toutes les vidéos de la chaîne, il y a toujours le lien YouTube, le lien pour mon site Google.
Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et bon voilà, ça vous permettra de repérer un petit peu les exercices. Donc les énoncés d'exercices que vous voyez notamment à l'affichage de chacune des vidéos, vous pourrez donc retrouver ces énoncés exacts. Et bon voilà, j'espère que ça vous aidera pour vos révisions ou pour vous entraîner également sur des exercices plus compliqués, ou pas forcément plus compliqués, mais en tout cas ça permettra de vous repérer. Et puis bah voilà, quoi. J'espère que ça vous aidera. Bref, après tout ce petit blabla introductif concernant un peu ma vie et d'autres choses concernant la chaîne, nous sommes enfin partis pour cet exo, ce petit exo de colle, plus précisément numéro 43, où nous allons attaquer la résolution d'une équation fonctionnelle. Donc, déterminer toutes les fonctions f continues sur R telles que, eh bien, la fonction f vérifie cette équation f de xy égale f de x fois f de y. Bon, vous avez certainement, hein, pour ceux qui sont en deuxième année et tout ça, mais vous avez certainement déjà croisé des exercices avec des équations fonctionnelles. Là, l'une des premières qu'on aime bien faire, c'est celle qui dit que f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Voilà. Donc ça, c'est une des premières équations fonctionnelles qu'on peut rencontrer et dont les solutions vont être des fonctions affines. Ça peut être assez surprenant, mais voilà. Une autre équation du type f de x plus y égale f de x fois f de y qui donne des fonctions exponentielles. Bref, il y en a un bon nombre d'équations fonctionnelles, mais quand même, je pense que c'est un incontournable de devoir faire un exercice de ce type-là. Bon, là, j'ai décidé de faire un exercice d'un type un tout petit peu différent, donc toujours une équation fonctionnelle, mais une équation fonctionnelle qu'on voit un peu moins que d'autres. Et donc, bon, bah, on va se lancer à la résolution de cet exercice. Et donc, bon, bah, pour les étudiants qui n'ont jamais vu d'exercices comme ça, ou des résolutions d'exercices comme ça, bon, bah, ça va être l'occasion, en tout cas sur cette vidéo, d'apprendre une technique qu'on pourra employer pour la très grande majorité des exercices de ce genre. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion d'apprendre des choses, ou de revérifier si on a bien compris des choses. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire concernant cet exercice, donc maintenant je vous propose comme d'habitude de faire une petite pause sur la vidéo avant que je ne dise quoi que ce soit concernant une résolution de celui-ci. On est parti? On est parti. Bon, alors ce qu'on fait dans ce genre de cadre d'exercice, on fait une analyse synthèse. D'accord? Et là, ça peut paraître un peu étrange, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en tâtant. Alors, qu'est-ce que je dis qu'est-ce que j'entends par y aller en tâtant? Ce qu'on va faire, c'est que on va voir ce qui se passe suivant les valeurs de x et de y que je pourrais poser. Quelle relation on pourrait vérifier la fonction f, en fait, suivant les valeurs de x et de y qu'on pose. Et petit à petit, avec les relations qui vont intervenir, on va pouvoir mettre en avant une relation peut-être qui sera vraie pour n'importe quel réel, pour n'importe quel couple de réels ou je ne sais quoi. Et à partir de là, peut-être conclure quelle est la forme des fonctions qui vérifient ce genre d'équation. Et qui, de plus, hein, n'oublions pas, doit être continue sur R. Ça va avoir son importance sur la fin de la résolution. Donc on va y aller en analyse synthèse. Donc c'est parti, on va analyser un peu la chose. Donc c'est-à-dire, comme j'ai dit, on va y aller un petit peu en tâtant, mais bon, pas tant que cela, parce que, voilà, normalement, vous devriez avoir peut-être quelques idées de valeurs de x ou de y qui pourraient vous aider. Bon. Et bien notamment, un des premiers réflexes que vous devriez avoir, c'est peut-être remplacer x et y par des valeurs simples, comme 0 ou 1. Ok, bah si je fais 0, hein, donc si je prends x égale 0, y égale 0, je note que f de 0, c'est égal à f de 0 au carré. Et donc ceci me dit que f de 0, c'est égal à 1, ou f de 0, c'est égal à 0. C'est une équation polynomiale, hein, x égale x carré, il n'y a que deux solutions, soit 1, soit 0. Bon, très bien. Et puis si je prends x égale 1, y égale 1, je note également que f de 1 égale f de 1 au carré, et je conclus la même chose, f de 1 égale 1, ou f de 1 égale 0. Bon, alors il y a des cas bien précis dans lesquels on va conclure très facilement ce qui va se passer. Donc notamment, supposons que f de 1 égale 0.
Car là, c'est tout de suite un réflexe. Pourquoi f de 1? Parce que 1 fois quelque chose, ça fait quelque chose. Donc du coup, ça doit vous mettre un peu la puce à l'oreille que f de 1 égale 0, ça peut être quand même quelque chose de très très pratique. Donc supposons que f de 1 égale 0. Si f de 1 égale 0, alors pour tout x dans R, on a que f de x, c'est égal à f de 1 fois f de x. F de 1 étant égal à 0, j'obtiens 0. Bon, et du coup, je vois que la fonction est nulle partout. La fonction nulle est bien une fonction continue de R vers R. Bon, que demande le peuple, hein, c'est bien une solution. On obtient f de x. Enfin, on obtient f égale 0. Je vais mettre juste f de x égale 0 quand même. Voilà, on obtient ça comme solution. Ok, alors je vais peut-être les écrire à part, les solutions qui interviennent là pour l'instant. Donc là, on a f de x égale 0 qui marche. Enfin, en tout cas, qui a priori est un candidat. Peut-être que je ne devrais pas checker tout de suite, même si bon là, je check quand même parce que c'est pas difficile de vérifier que la fonction nulle est bien une solution de l'équation. Parce que normalement, ça fait partie de la partie synthèse, mais je pense que là, c'est quand même un truc très facile à vérifier. Bon. Ceci vous dit en même temps que si f de 1 égale 0, ça implique que f de 0 égale 0. D'accord? Donc on ne peut pas avoir f de 1 égale 0 et f de 0 égale 1. D'accord? On ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc ça c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête. Ok? Donc très bien, là je viens de traiter un cas de figure et ce cas de figure c'est f de 1 égale 0, f de 0 égale 1. F de 1 égale 0 et f de 0 égale 0. Comme je viens de le dire, f de 1 égale 0 et f de 0 égale 1, ça va être impossible. Alors voyons qu'est-ce qui se passe si f de 0 égale 1. Donc maintenant c'est la deuxième hypothèse que je propose. Si f de 0 égale 1, qu'est-ce que ça va faire? Vous pouvez dire que pour tout x dans R, vous avez f de 0 fois x qui est égal à f de 0 fois f de x. Et donc 0 fois x, 0 fois n'importe quoi, ça fera toujours 0. Et donc ça me dit que f de 0 qui vaut 1 ici est égal à 1 fois f de x. Voilà, ok. Donc ça me dit que f de x vaut 1 tout le temps. Très bien. Deuxième solution qui intervient alors c'est f de x égale 1. Check. Et là aussi vous pourrez remarquer que le fait d'avoir f de 0 égale 1 implique automatiquement que f de 1 égale 0 est impossible. Donc c'est-à-dire que f de 1 égale 1. Voilà, donc ça permet de réduire déjà le nombre de possibilités qu'on pourrait avoir de fonctions là. Alors il reste une dernière hypothèse que nous n'avons pas encore vraiment traitée, c'est si f de 0 égale 0 et f de 1 égale 1. Finalement, il reste que cette dernière hypothèse que nous n'avons pas encore traitée. Reste f de 0 égale 0 et f de 1 égale 1. Ok, bon alors à partir de juste cette information-là, on ne va pas pouvoir beaucoup avancer. D'accord? Il va falloir aller plus loin. Et quand je dis aller plus loin, il faut penser à une autre idée de remplacer des valeurs, pas forcément juste remplacer par des valeurs particulières, mais peut-être faire en sorte de faire intervenir des relations qui ne sont pas trop difficiles à mettre en évidence. Et donc, notamment, si vous mettez x égale y, vous remarquerez une relation que vérifie cette fonction-là. Donc là, la relation assez intéressante qui s'en ressort. Donc là, on peut juste garder en tête que les fonctions qu'on va devoir avoir comme solution, en tout cas qu'on va devoir chercher à avoir comme solution, vont devoir vérifier ce pattern, f de 0 égale 0, f de 1 égale 1. Donc ça va avoir une certaine importance, tout comme la continuité à un moment donné. Mais on y reviendra. Donc, là, ce que je propose pour l'instant, c'est, si je regarde le cas où je mets x égale y. Si je mets x égale y, vous pourrez remarquer que j'ai f de x carré qui est égal à f de x au carré, donc, pour tout x. Bon, alors pourquoi pas lancer la chose un petit peu plus loin? Pourquoi pas montrer que f de x puissance n, c'est égal à f de x, le tout à la puissance n, pour tout x, et pour tout n entier naturel.
Bon, alors comment on peut prouver ce truc-là? C'est pas très difficile. Récurrence. Donc par récurrence, comment ça va marcher? Bah vous savez, et c'est là où quand même le fait d'avoir fait cette petite étape au départ est importante, puisque du coup vous pouvez déjà initialiser les choses à n égale 0, et pour n égale 0, x puissance 0, on va prendre comme convention, même si x égale 0, donc c'est-à-dire 0 puissance 0, on prend pour convention que 0 puissance 0 c'est 1. Donc ça veut dire que, bon bah là je suis en train de regarder f de x puissance 0, f de x puissance 0 c'est f de 1, f de 1 ça fait 1. D'après l'étude qu'on a fait jusqu'à maintenant, d'accord, pour pouvoir travailler des fonctions particulières. Donc on a ça, ok, et enfin particulières au sens où c'est pas des fonctions triviales comme là les fonctions constantes qu'on a eues. Donc là on a ça, et 1, bah, c'est clairement f de x à la puissance 0. Donc c'est toujours n'importe quoi à la puissance 0. Très bien. Donc ça marche. Ok. Si vous n'êtes pas convaincu de n égale 0, vous pouvez commencer par n égale... Vous pouvez commencer par n égale 1, mais c'est pas... Enfin, c'est juste histoire d'arrondir les angles, il n'y a pas de difficulté à dire que n'importe quel nombre à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc pourquoi pas étendre ça à x puissance 0 avec x égale 0 également. C'est pas non plus... voilà, c'est quelque chose qui arrive très souvent quand on fait des calculs. Donc faut pas être trop outré par ce genre de choses. Bon voilà, donc là je viens de vous faire l'initialisation, très bien. Hein. Je vous écris pas tout le blabla, mais il y a toujours un blabla important qui doit intervenir. Là maintenant je veux faire l'hérédité. Donc le blabla qui doit intervenir, c'est je fixe un entier n naturel, d'accord. Je suppose que la propriété est vraie pour ce n, je vais montrer que c'est vrai pour n plus 1, d'accord. Donc là le petit blabla qui intervient, je l'ai dit à l'oral, c'est quelque chose qui doit être écrit. Et puis bon bah, une fois que j'ai écrit ça, je regarde f de x puissance n plus 1. Et là, j'utilise tout bêtement l'équation fonctionnelle vérifiée par f. Donc j'obtiens ça, d'accord, ça va me faire f de x puissance n fois f de x. Et là, hypothèse de récurrence, j'en ai dit que ça c'est f de x puissance n fois f de x. Et donc c'est f de x à la puissance n plus 1. Voilà, donc c'est gagné, je viens de démontrer par récurrence que ce truc-là est vrai. Alors, pourquoi pas aller encore plus loin? Moi, ce que j'affirme, c'est que ce résultat-là, en fait, je vous ai dit que là, il est vrai pour n'importe quel entier naturel, il est vrai, en fait, pour n'importe quel entier dans Z, entier relatif. Donc, allons un cran plus loin, montrons que c'est vrai pour n'importe quel entier relatif. Ben, on vient de montrer que c'est vrai pour n'importe quel entier positif. Donc, si c'est vrai pour n'importe quel entier positif, si je veux essayer de le montrer pour l'entier négatif, ça serait bien d'essayer de faire un lien entre l'entier positif et l'entier négatif. Ok, très bien. En fait, ça va pas être très dur de faire le lien. Alors, je vais peut-être me permettre d'effacer ce que j'ai fait là-haut pour avoir un peu de place. Et je vais juste rappeler les hypothèses là-haut. Donc là, pour l'instant, les hypothèses qu'on s'est posées, c'est f de 0 égale 0, f de 1 égale 1. Et vous voyez que pour l'instant, f de 1 égale 1 a quand même un certain intérêt. Donc l'analyse maintenant, donc je continue toujours mon analyse, et donc je veux regarder ce qui se passe pour un entier négatif, comme j'ai dit, donc soit n dans Z, n négatif, strict, ok. Bon bah qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder ce qui se passe quand je fais f de x puissance n moins n. Tout simplement. Alors si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien j'obtiens... Il y a deux façons de le calculer, hein. Soit je le calcule en voyant que ça fait f de 1, et ça fait 1. Soit je le calcule en disant, bah ça c'est la même chose que f de x puissance n fois x puissance moins n. Et là j'utilise l'équation fonctionnelle, très bien. C'est parti. Donc j'ai f de x puissance n fois f de x puissance moins n. Puis, je sais déjà que la propriété est vraie pour n'importe quel entier naturel, donc comme c'est vrai pour n'importe quel entier naturel, c'est vrai pour moins n, puisque je vous rappelle que j'ai supposé que n était négatif, donc moins n devient un truc positif. Donc je peux appliquer le résultat qui était vrai pour n'importe quel entier, et j'obtiens ceci. Entier positif.
Ok, donc là ce que je viens de montrer c'est que 1 est égal à f de x puissance n fois f de x puissance moins n. J'ai plus donc qu'à inverser. Alors là on pourrait se poser des questions, est-ce que f de x est nul ou pas? La réponse, vous l'avez sous les yeux, f de x est non nul. Donc ça signifie qu'il faut travailler avec x non nul. Et ça, on pouvait s'y attendre du départ, c'est vrai que je ne l'ai pas dit du début, mais là, je vais le dire maintenant. En effet, on va travailler avec x non nul. Parce que bon, là, si je veux travailler avec un entier négatif, pour pouvoir dire qu'il y a x puissance moins n, ou puis x puissance n, pour un n négatif, il vaut mieux pas prendre 0. Donc je pense qu'on pouvait s'y attendre un petit peu. Donc voilà, donc ça marche. Si x est différent de 0, cette relation marche. Et du coup, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que f de x puissance n, c'est égal à f de x puissance n. Je vous rappelle que je fais juste de l'analyse. Je ne suis pas obligé de regarder toutes les hypothèses. Je pourrais regarder vraiment dans le détail les hypothèses importantes qu'il faut vérifier à la fin, une fois que j'ai les résultats. Mais on peut déjà commencer à se poser des questions sur les hypothèses. Et là, notamment, je pensais à celle-ci que je n'ai pas encore notée. Je pouvais prendre x différent de 0. Bon, très bien. Là, on vient de montrer du coup que f de x puissance n égale f de x puissance n pour tout n dans z. Bon, j'affirme que je peux aller encore un cran plus loin. Et le cran plus loin, c'est que j'affirme que cette propriété-là, parce que là on voit que ça nous avance à beaucoup de choses quand même, de voir que la puissance sort de la fonction, ça peut aussi donner des idées de quel type de fonction en fait nous avons à faire, à quel type de fonction nous avons à faire. Mais là on pourrait aller plus loin et en fait on pourrait essayer de montrer le résultat pour n'importe quel rationnel. Est-ce que cette propriété est vraie pour n'importe quel rationnel? Ok. Bon c'est reparti alors. Et donc on va pas faire de manière trop bébête. Là cette fois-ci, pour pouvoir parler de puissance rationnelle, il va falloir travailler avec un x strictement positif. Donc là je vais l'écrire, je vais supposer que x est strictement positif. Juste pour le bien du raisonnement que je vais faire. Mais sinon on pourrait ne pas s'en préoccuper tout de suite, mais juste pour le bien du raisonnement, je vais dire que x est strictement positif. Ce qui va me permettre de résoudre le problème déjà dans R+, et puis évidemment, la conséquence va être assez automatique pour les nombres négatifs. Puisque tout se passe par rapport à une multiplication, donc c'est pas... Voilà. Alors donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qui se passe quand je fais x puissance 1 sur q. Je me pose la question, est-ce que f de x puissance 1 sur q, ça va bien être f de x le tout à la puissance 1 sur q? Je vais me poser cette question. Pour répondre à cette question, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce truc-là à la puissance q. Et puis je vais voir ce qui se passe. Là, q est un nombre dans z, ou dans n, peu importe. Bon là je peux dire dans n étoiles. Donc q est un nombre dans n étoiles, d'accord. Donc si q est un nombre dans n étoiles, eh bien, je peux appliquer la formule comme énoncé là-bas pour n'importe quel entier relatif. Et donc j'ai f de x puissance 1 sur q à la puissance q. Mais du coup, ça c'est la même chose que f de x. Bon voilà, c'est réglé. Je viens de montrer donc que f de x puissance 1 sur q, c'est bien égal à f de x puissance 1 sur q. Tout va bien, je travaille avec des réels, donc en effet la racine qm d'un nombre réel positif est bien définie. Il n'y a pas de problème là-dessus, on pourrait se poser des questions là-dessus aussi, mais vraiment il n'y a aucun souci, tout est ok. Donc là 1 sur q, je viens de régler le problème, maintenant je peux régler le problème pour le truc général. Donc si n s'écrit p sur q, avec p dans z et q dans les entiers naturels non nuls, je peux écrire la chose suivante, donc f de x puissance n, c'est la même chose que f de x puissance 1 sur q puissance p. Je sais que la propriété est vraie pour n'importe quel entier z, donc du coup je peux faire sortir le p d'abord, f de x puissance 1 sur q puissance p, et puis maintenant je peux faire sortir le 1 sur q puisque je viens de démontrer que c'était vrai. Donc ça y est, f de x puissance p sur q. Donc f de x puissance n.
Youpi! Donc je viens de démontrer que cette propriété, qui semblait anodine au départ, est vraie pour n'importe quel rationnel, n'importe quelle puissance rationnelle. C'est quand même pas rien là, ce qu'on vient de faire. Donc j'efface là, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire demi-tour pour jeter un coup d'œil. Hein. Je suis peut-être un peu vite, mais... Hop. C'est vraiment une technique usuelle de faire ça. Hein. Vraiment là je suis... Donc là je viens d'effacer l'analyse, mais je suis toujours dans l'analyse pour l'instant. Hop. Et donc, bon bah là, je viens de démontrer que cette propriété est vraie pour n'importe quel rationnel. Et là, intervient quelque chose de très très important. La chose très importante qui va intervenir, c'est, pour ainsi dire, deux trucs par rapport à l'énoncé et par rapport au travail qu'on vient de faire. Par rapport au travail qu'on vient de faire, on vient de démontrer qu'une certaine identité par rapport à la fonction f est vérifiée pour n'importe quel rationnel. Et les rationnels, je vous rappelle que c'est dense dans R. D'accord? Donc dense dans R, ça veut dire que n'importe quel réel peut être approché par une suite de rationnels. Donc voilà, c'est une façon de comprendre. Ou alors après, il y a l'autre façon de comprendre en première année qui est de dire que n'importe quel rationnel peut être encadré entre deux réels, ou n'importe quel réel peut être encadré entre deux rationnels assez proches, aussi proches que l'on veut. De longueur, enfin voilà, dans n'importe quel intervalle formé par deux rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel entre deux, ou enfin bref, il y a plein de façons de le dire, hein, c'est pas plein de façons de le dire, mais bon là moi je pense que celle la plus simple à comprendre et la plus simple à utiliser même en deuxième année, c'est de dire que un ensemble est dense dans un autre si et seulement si le plus grand, n'importe quel élément de l'ensemble le plus grand peut être atteint par une suite d'éléments de l'ensemble le plus petit. Voilà. Donc là, c'est une façon de bien comprendre ce que ça veut dire la densité. Enfin, je trouve que, voilà. Donc Q est dense dans R, très bien. Et l'autre truc, je vous rappelle que la fonction f est continue sur R. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les propriétés qu'on vient de vérifier pour n'importe quel rationnel se déduisent sur R. Donc ces deux conditions qu'on vient de mentionner ici me permettent d'affirmer que, en effet, pour tout x et pour tout lambda, je vais me permettre de changer un peu le nom de L, je vais l'appeler lambda parce que maintenant c'est devenu un réel, pour tout lambda réel et pour tout x positif strict, parce que bon, on a travaillé avec x positif strict, donc on va s'en tenir, eh bien j'ai que f de x puissance lambda est égal à x est égal à f de x puissance lambda. Pas mal quand même. C'est pas mal. Bon, et puis maintenant j'affirme qu'à partir de là, on va pouvoir donner la forme de la fonction f en général. Il suffit de faire une petite manip sur ce qui va se passer au niveau exponentiel et tout ça. Il suffit de faire une petite manip et vous allez voir, ça va me donner la forme que peut avoir la fonction f. Alors si je fais une petite manip, la petite manip est la suivante. X puissance lambda, c'est la même chose que E puissance lambda ln de x. Jusque là, vous me direz, oui, c'est pas grand chose. Oui, mais si on y réfléchit un petit peu, quand j'applique f, je vous rappelle que la propriété est vraie pour n'importe quel réel dans l'exposant. Donc là, notamment, on a un réel dans l'exposant ici. ln de x est bien défini parce que je travaille avec x strictement positif, d'accord? Donc, bah, je peux le sortir. Ça va me faire f de E puissance lambda ln de x. Ah ouais, et donc, bah maintenant j'ai plus qu'à échanger le rôle de f de E et de ln de x pour conclure. Donc le ln va redescendre, je peux mettre x puissance lambda de ln de f de E. Et là, bon, faut se poser quand même une petite question. Est-ce que f de E est positif? Bah là, peut-être petit point d'interrogation. On peut se poser ça comme question d'un seul coup. Mais bon, en tout cas, j'étais en train de me demander s'il y a moyen de l'expliquer. Bah au pire, non. Je pense qu'il y a moyen de l'expliquer à un moment ou à un autre, mais bon là je vais peut-être pas m'en préoccuper plus que ça.
Est-ce qu'il y a un moyen de l'expliquer? Voilà, je ne l'ai pas tout de suite en tout cas, mais là je ne vais pas m'en préoccuper de toute façon, parce que là ce que vous voyez, c'est que je viens de mettre en évidence que nous avons un x puissance quelque chose, donc x puissance mu, avec mu réel. Et donc je viens de trouver une forme, donc à condition que f de e soit positive, bon peut-être que c'est juste une condition qu'il faut que je pose en plus, a priori, hein. On peut se dire ça, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Donc je vais dire que f de e est un nombre positif strict, je vais me poser ça en plus, et du coup, bah, je vais obtenir ce résultat-là. Ok, donc voilà, j'ai f de e positif, strict, donc ça c'est une condition que je viens d'ajouter en plus, et dans ces conditions, donc si je donne si je donne ça, plus le fait que f de 1 égale 1, plus le fait, et j'ai pas encore terminé de toute façon, plus le fait que f de 0 égale 0, a priori j'ai affaire à des fonctions puissance. Et là quand on voit le résultat, on se dit, bah oui, mais bon au début on pouvait avoir un doute sur le résultat qu'on voulait obtenir. J'ai fait un clin d'œil sur le résultat qu'on voulait obtenir, parce que bon bah comme je vous ai dit, bah voilà, on voit que le truc de puissance a l'air de bien se comporter, etc., etc. Il fallait le pousser jusqu'au bout pour qu'on arrive à quelque chose qui ait un sens. Donc en effet, on en arrive à ce genre de résultat-là. F de x serait un x puissance mu. Bon, très bien, cool. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, ce qu'on peut dire, c'est la chose... Bah, je pense que le... Ouais, non. Je sais pas, j'étais en train de chercher un moyen d'expliquer que f de e est positif strict, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je ne veux pas m'en préoccuper. De toute façon, on vient de quand même résoudre une très grande partie du problème. Donc là... Maintenant, il y a deux choses qui doivent se produire. D'une part, je veux que f de 0 égale 0. D'autre part, je veux que la fonction soit continue sur R. Bon, bah ça va imposer tout de suite des choses concernant les puissances. D'accord? Donc là, on en est arrivé à ça. On en est arrivé à, pour tout x dans R, plus, étoile, f de x, c'est égal à x puissance mu. On sait que f de 0, et c'est là où on l'utilise, c'est égal à 0. Donc déjà, ça nous impose que mu doit être une valeur positive stricte. Sinon, il y a un problème. D'accord? Peut-être qu'on pourrait le... À mon avis, c'est peut-être pas impossible que, en effet, le fait que f de 0 égale 0 pouvait permettre de nous aider à dire que f de e devait être positif strict. Mais bon, encore une fois, comme je ne suis pas sûr vraiment de pouvoir le justifier, c'est pas grave si on se donne cette hypothèse-là en plus. Vous voyez de toute façon qu'on vient de décrire toutes les fonctions possibles. Si f de e était négatif, on aurait un problème pour la résolution. De toute façon, faire une puissance réelle sur un nombre négatif, ça poserait des problèmes très, très particuliers quand même. Donc, il y a même à un certain moment, on pourrait se poser la question, mais je pense que... Bon, peut-être qu'à un moment donné, on aurait pu se poser la question, est-ce que d'un nombre réel positif pouvait être... Ah, peut-être il y a une... Ah oui, alors je crois que j'ai quelque chose qui pourrait expliquer ce truc. Juste 2 secondes. Ouais, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait expliquer ce truc. Alors, le petit quelque chose, je vais le faire entre deux, là. Donc, explication que f de x est strictement positif pour tout x plus grand que 0. Alors ça y est, je viens d'avoir, peut-être que je m'en souvenais plus, mais je viens d'avoir en tout cas au moins la bonne idée de pourquoi ça va être vrai. Eh bien ça va simplement venir du fait que f de 1 égale 1. Et donc bah, si à un moment donné, donc voilà, je vais faire ça. Donc, je vais faire une preuve par l'absurde. Supposons quand x0, quand un certain x0 strictement positif, f de x0 est négatif. Je pourrais même dire négatif ou nul. Ok. Bon. Alors, on pourrait traiter tout de suite le cas où égal à 0, mais je vais tout de suite utiliser plutôt le TVI, puisque je sais que f de 1 est égal à 1, qui est strictement positif. La fonction est continue. Donc ça implique qu'il existe un z
dans normalement l'intervalle formé par 1, x0, alors soit c'est cet intervalle-là, soit c'est cet intervalle-là. Bon, peut-être fermé en x0, parce que moi j'ai supposé que ça pouvait être inférieur ou égal, donc peut-être en x0, mais c'est pas grave, peu importe. Donc il va exister un z dans cet intervalle-là, soit le premier, soit le deuxième, suivant si x0 est plus grand que 1 ou pas, tel que f de z égale 0. Mais comme z est non nul, eh ben, il est inversible dans R, et donc ça va impliquer que en fait f est nul partout. Alors par conséquent, on aurait que f de x serait la même chose que f de z fois x sur z, qui est égal à f de z fois f de x sur z, et ça ferait 0 étant donné que ce truc-là est égal à 0. Et la fonction est continue, donc f de x sur z est bien définie. Voilà, donc on conclurait que la fonction est nulle partout. Or, f de 1, je vous rappelle qu'on a dit qu'il était égal à 1. Contradiction. Bon, voilà. Voilà enfin l'explication. Je me disais qu'il devait y avoir une explication qu'on pouvait donner. La voilà. Voilà l'explication de pourquoi f de x, quand x est strictement positif, devait être positif strict. Ok. Donc voilà. Donc là, ça permet de justifier que f de e est strictement positif, donc tout va bien. Ça marche. J'ai pas besoin de m'en préoccuper plus que ça. Donc voilà, donc là je viens de démontrer, je vais me le mettre là dans un coin. En dehors du fait d'écrire x, f de x égale x puissance mu, hein, je viens de démontrer que f de x devait être strictement positif. Ce qui permet de justifier aussi un petit peu plus le fait que je pouvais bien sortir les puissances comme il fallait. Parce que c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, oui mais là peut-être que f de x était un nombre négatif. Et c'est vrai que je ne m'étais pas attardé dessus, mais bon, peut-être qu'il fallait s'attarder un peu dessus parce que c'est pas quelque chose de très évident. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Je sais que f de x est strictement positif pour tout x strictement positif. Voilà, donc là f de e positif, c'est bon, on l'a justifié. Cool. Et on a justifié toutes les opérations de puissance, puisqu'on pouvait se demander déjà avant, est-ce que j'avais le droit de le faire? Et bien maintenant c'est chose faite, tout est expliqué. Bon, alors là maintenant je reviens à mon truc ici, donc je disais que f de 0 c'est égal à 0, ça implique que mu doit être positif strict. Et puis un autre truc, je veux que la fonction soit continue, donc plus f continue sur R, enfin sur R tout entier. D'accord? Je veux que f soit continue sur R tout entier. Bon, alors ça veut dire que je ne peux pas avoir n'importe quoi comme fonction si je veux avoir une continuité sur R tout entier. Donc si je veux avoir une continuité sur R tout entier, là il faut discuter un petit peu, mais il se trouve que je ne vais pas pouvoir mettre n'importe quelle puissance, je ne peux pas mettre des puissances de nombres réels quelconques, je ne pourrais pas faire ça. Par contre, je vais pouvoir mettre des nombres peut-être rationnels, mais il ne faut pas que je mette n'importe quel nombre rationnel, sinon ça pose des problèmes. Donc il faut que je puisse faire des racines QM suffisantes. Et donc on va arriver à la conclusion suivante. Mu, ça doit être égal à un rationnel, P sur Q, avec comme condition que Q doit être un nombre impair. Car j'ai besoin que la fonction, donc là, pour avoir la fonction continue, si j'oublie P, hein, je pourrais faire le cas de figure suivant, oublions P pendant un instant et regardons ce qui se passe quand je fais 1 sur Q. Si je regarde 1 sur Q, donc ça veut dire que je fais une racine QM, pour que la racine QM d'un réel existe pour n'importe quel réel, enfin la racine QM d'un réel tout court, quoi, tout simplement, existe, si je veux que ça existe, il faut que Q soit un nombre impair. Pensez à la racine cube. Racine cube de moins 8, ça existe bien, ça fait moins 2. D'accord? C'est pas le cas de racine carrée de moins 8. Ça n'existe pas dans les réels, donc il y a un problème. Ok? Ben là, oui, si je prends un Q impair, il n'y a pas de problème. Et ça va être les seuls pour lesquels ça marche, parce que si je mets un réel, le problème c'est que si je mets un réel quelconque, la puissance d'un nombre négatif par rapport à un réel ne pourra pas être définie. Donc c'est problématique. Du coup, bah là on conclut alors. Donc
1 sur Q, ça marche. Et puis évidemment, si je mets n'importe quelle puissance P positif, ça marche aussi. Donc il faut que Q soit impair, P, donc impair positif, et les deux Q et P soient positifs. Donc P et Q positifs. Voilà. Donc c'est ça la conclusion de toute cette affaire, en tout cas de notre analyse, c'est que les solutions qui marchent sont les solutions qui s'écrivent f de x égale x puissance P sur Q avec P et Q positif et Q impair. Voilà les solutions qui en ressortent. Bon, bah maintenant il faut vérifier que toutes les solutions qu'on a obtenues sont bien bonnes. Et donc, bon bah de toute façon j'ai fait un peu de synthèse en même temps que l'analyse, hein, mais maintenant synthèse. Et la synthèse c'est juste vérifier en fait essentiellement est-ce que les fonctions qu'on vient d'avoir sont bien des fonctions continues de R vers R, blablabla. Donc synthèse. Même si bon j'ai déjà fait plus ou moins la synthèse au milieu de l'analyse, hein, mais c'est pas très grave. Donc bon bah c'est clair que si f de x égale 0 pour tout x, ça marche. C'est clair que si je prends f de x égale 1 pour tout x, ça marche aussi. Et il me reste donc le dernier, et ben le dernier c'est assez évident également. Si je fais donc si f de x égale x puissance p sur q, et bien je vais avoir x fois y le tout à la puissance p sur q, c'est la bonne propriété des puissances. C'est égal à x puissance p sur q fois y puissance p sur q. Et la fonction est bien continue sur R. Et t. F est continue sur R. Car Q est impair. D'accord, je vous ai expliqué, racine cube c'est bien défini, etc. Racine cinquième, etc. Parce que c'est une fonction bijective. Hein, la fonction x puissance 5, x puissance 3 ou x puissance un nombre impair est une fonction bijective de R vers R. Donc la racine cube est bien définie, elle sera continue. Donc il n'y a aucun problème. Même en 0, elle ne sera pas dérivable en 0, mais elle sera continue. Je ne demande pas une dérivabilité, hein, je demande juste être continue. Donc il n'y a pas de problème. Donc blablabla, continue, Q impair et PQ positif. Donc là c'est important que les deux soient positifs. Bon après on pourrait dire les deux négatifs, mais bon ça ne changerait rien finalement, puisque ça simplifie les fractions. Hein. Donc voilà, ce qu'il faut c'est que les deux soient du même signe. Et bon bah s'il y en avait un des deux qui était du mauvais signe, bah, le problème c'est que on aurait f de 0 qui ne serait pas forcément égal à 0, il y aurait une question d'inverse qui ne marcherait pas, ce qui ferait que ça ne serait pas continu sur tout R. Voilà, donc, voilà. Bon bah voilà, je pense que j'ai terminé la résolution de cet exercice, hein, qui était assez long hein, finalement, mais c'est parce que ça développe une technique quand même qui est une approche normalement assez usuelle, peut-être un peu hors du commun quand on n'en a jamais vu avant, mais c'est assez usuel pour ce type d'exercice avec des équations fonctionnelles. Donc voilà. Bon bah sur ce, comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo en particulier. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça aussi ça fait toujours plaisir. Et sur ce, bah, pour la prochaine vidéo, on se retrouvera donc en 2023 avec encore plus de maths. Et bon bah bientôt on fêtera également les 2 ans de la chaîne avec un nouveau numéro du pêle-mêle. Ça c'est une certitude. Sur ce, passez de très bons réveillons, de très bonnes fêtes. Reposez-vous bien, c'est important, hein, comme j'en ai parlé au tout début de la vidéo. N'hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous pendant ces fêtes. Hein, c'est important de savoir se modérer un petit peu. Et puis sur ce, on se retrouve donc en 2023 pour de prochaines aventures mathématiques. Allez, sur ce, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.